Un ours dans le Jura, j'aurais jamais pu le faire si Franck n'avait pas eu envie d'un autre cinéma. Ma génération a été bloquée avec la nouvelle vague. L'écriture, ça canalise l'imaginaire. Aujourd'hui, on tend la perche à la scénariste Sarah Kaminski, à laquelle on doit récemment Un ours dans le Jura de Franck Dubosc, mais aussi La Tresse de Laetitia Colombani et 2 films de Fred Cavaillé, Les Chèvres et Adieu Monsieur Hoffman. Sarah Kaminski est également productrice. Est-ce que j'ai tout dit ? Oui. En gros, oui. Eh ben, on est très heureux de te recevoir. Je suis pour l'émission en compagnie de Yuri, évidemment, de Laurent et de Rita. C'est très cool de vous voir. Donc, on va parler de ces 3 films. Je dis déjà peut-être ceux que tu as choisis. Le chef-d'œuvre que tu as choisi, c'est Amadeus de Milos Forman. Le coup de cœur récent, c'est Parasite de Bong Joon-ho. Et le film Doudou, très étonnant, mais on y reviendra, c'est Dans la tête de John Malkovich de Spike Jonze. Dans la peau de John Malkovich. J'ai dit quoi ? Dans la tête. Non, c'est pas grave. Il faut que les gens sachent qu'aujourd'hui, il fait plus de 30 degrés et que j'ai probablement le cerveau qui a fondu, mais c'est pas grave, on va continuer comme ça. On commence comme d'habitude avec notre petit portrait perché, qui est en fait un petit portrait chinois. Sarah, si tu étais un héros ou une héroïne de film ? Eh bien, alors j'ai déjà réfléchi à la question, parce que sinon, heureusement d'ailleurs, parce que sinon je ne saurais pas répondre, mais je serais donc Gina Rowlands dans Gloria, de John Cassavetes. Parce que, alors, à l'époque où j'ai vu ce film, c'était un des rares films où il y avait une héroïne qui était extrêmement complexe, extrêmement différente en termes de féminité, une femme qui à la fois fait une revanche, à la fois sauve un petit garçon qu'elle ne connaît pas. Ça questionnait l'amour, mais pas du tout l'amour amoureux, mais l'amour qui n'est pas non plus le lien du sang, puisqu'en fait, elle n'a pas de lien avec cet enfant. Et je me suis immédiatement reconnue dans cette héroïne. Dans cette héroïne. Je me suis dit, si un jour je devais faire quelque chose d'héroïque, j'aimerais être cette femme-là. J'aimerais être elle, quoi. Enfin, voilà. Donc, c'était... Et alors, à l'inverse, un méchant ou une méchante de film ? Alors, j'ai choisi un méchant parce que j'ai cherché des méchantes. Il y a assez peu de méchantes de films. Il y en a une que j'adore, évidemment, mais je ne l'ai pas choisie. Mais c'est l'actrice dans Misery, évidemment. Oui, bien sûr, Kathy Bates, ouais. Et en fait, j'ai réfléchi, mais si j'étais un méchant, j'aimerais m'aimer en tant que méchant. Et donc, j'ai trouvé un méchant que j'aimais vraiment que j'aimais parce qu'il est complexe aussi et parce que finalement, en voyant le film, je l'ai adoré. C'est Dracula, dans le Francis Ford Coppola. Mais l'aimer de quelle manière ? Eh bien, l'aimer, déjà, honnêtement, je l'ai trouvé hyper hot. Et j'ai vu ce qui se passait de très complexe pour cette femme qui à la fois l'aime, le déteste, il va la tuer, il lui veut du mal, mais il l'aime. Voilà, là je me suis dit ok, ça c'est un méchant pour lequel j'ai de l'empathie et qu'en même temps je déteste. C'est-à-dire que quelque part c'est un méchant bien plus dangereux un gros méchant. Donc tu comprends les motivations intimement, enfin, qu'il y a un truc où tu comprends complètement pourquoi il fait ce qu'il fait et tu te dis que peut-être dans un monde parallèle, tu pourrais... Gary Oldman, pourquoi pas ? Et c'est-à-dire qu'en même temps, il est un vampire, donc ça lui donne une circonstance. Oui, c'est ça qui est pas si simple, c'est qu'il ne cherche pas à la tuer, il veut la transformer en sa femme / son esclave, mais la rendre immortelle aussi en même temps. Et à la fois, il veut pas. Et à la fois, il essaye de résister à ça parce qu'il l'aime. Et en même temps, il est devenu ce qu'il est devenu parce qu'il avait un chagrin d'amour. Et voilà, là pour le coup, je trouve ça, alors dans le mauvais sens du terme, mais extrêmement romantique quand même. Mais bref, en tout cas, c'est Twilight. Non mais c'est alors non. Pardon mais non. Je suis désolée, c'est écrit, Twilight pour moi est un vrai sujet. C'est-à-dire que c'est un film que sur lequel c'est une série sur laquelle j'ai travaillé quand je faisais du théâtre de l'opprimé et qu'on parlait des violences sexistes et sexuelles et des problèmes d'égalité homme-femme. Et en fait, c'était carrément un autre sujet d'étude, comment Twilight, c'est tellement problématique, à travers une histoire d'amour, fait passer tout l'inverse de mes valeurs féministe. Donc, voilà. Donc peut-être que Dracula aussi, mais que j'avais pas le même âge quand je l'ai vu, je ne sais pas. Non, mais surtout, c'est possible. Bram Stoker, enfin quand il l'écrit, c'est vraiment en plein dans le mouvement romantique anglais du 19e siècle où justement on en fait des caisses sur ses sentiments et sur ce truc-là. Donc c'est très romantique parce que c'est une œuvre très romantique. Alors que Stéphanie Meyer, elle était empreinte du mormonisme. Donc, exactement. Donc du coup, c'est quand même pas pareil. Bon, maintenant, j'ai envie de voir un film avec du coup l'héroïne que t'as choisi et le méchant que t'as choisi, peut-être une histoire d'amour entre les deux, voir où ça nous mène. Si tu étais un genre de film.
Alors, si j'étais un genre de film, je pense que je serais une comédie dramatique. J'aime beaucoup rire. Je pleure beaucoup. Donc voilà, moi, c'est pas forcément. Je serais pas forcément le film que j'aimerais voir. J'ai déjà Oui, d'accord. Mais je dirais que je serais une comédie dramatique assez intello, avec un rythme très emballé et beaucoup de personnages. Un Woody Allen. Un film de Aaron Sorkin. Alors, aussi. autre sujet, Woody Allen. Allez, on va tous les faire. Pardon, mais Woody Allen, non, d'accord. bon bah non. Mais non pour plein de raisons, oui. Ou non pour plein de raisons. Pour des raisons Oui. de non De personnes. non cinématographiques. Voilà. Donc Non, mais Noah Baumbach. Il n'y a pas des jokers dans votre émission? De gens dont on n'a pas le droit de parler. Si, on peut en parler, mais enfin, je veux dire, on va pas en parler. Ah non, on va juste dire Joker, On non. dit juste Joker. Ouais, voilà. On peut Ouais, établir Woody que pour Allen, cette émission, on dit parlera Joker. pas de cinéma, Donc Joker ce soir. Twilight, Ah non. Joker Woody Allen, c'est bien, on commence. Voilà. Un univers de fiction. Alors, un univers de fiction, moi j'ai eu envie de faire du cinéma pour la première fois quand je suis allée voir un film qui s'appelle Rêve de Kurosawa, qui est le film le plus chelou que j'avais jamais vu de ma vie. Je suis allée le voir au cinéma et dans une salle à moitié vide, une salle de quartier du 94, parce qu'à l'époque c'était une banlieue coco, donc il passait des films d'auteur, voilà, c'était banlieue rouge, et j'ai vu ce film qui est en fait une succession de courts-métrages c'est Kurosawa qui raconte des rêves de différentes périodes de sa vie. Et chaque court-métrage est une espèce de claque visuelle, une claque sonore, une claque musicale, une claque dans tous les sens du terme. Je pense que j'ai rien compris, j'étais assez jeune, mais ce que j'ai compris, c'est que je pouvais m'exprimer avec le cinéma, que ça pouvait être un espace de liberté incroyable que j'avais jamais vu avant. Moi, j'étais musicienne, je faisais la musique, c'était mon mode d'expression. Là, tout à coup, c'était évident que j'écrivais déjà, mais je voulais écrire en images à partir de ce moment-là. Donc, si j'étais un univers de fiction, je serais cet univers totalement à la fois hyper beau, hyper chaotique. Il y a la guerre, il y a Van Gogh, il y a des personnages microscopiques dans des décors géants. Enfin, voilà, j'aimerais vivre dans cet univers qui est proche du réel. Et je sais pas si nos micros l'entendent, mais on a Yuri qui est en train carrément d'en mourir. Je meurs. Je suis Dracula. Oui, t'as de l'eau, Yuri, effectivement. Ah ouais, c'est un chouette projet d'aller vivre dans un univers de Kurosawa. Dans j'aime ses beaucoup. rêves surtout. Ouais. C'est-à-dire que parcourir dans les ses propres rêves rêves. et donc les angoisses d'un maître comme Kurosawa, c'est avoir forcément accès à la fois au sublime, à la fois à l'imaginaire, à la fois à ce que le monde peut avoir de plus cruel et complexe. Et donc, du coup, oui, ce monde-là, ça pourrait être un univers dans lequel j'aimerais vivre. Ouais. Et alors, un film considéré comme un chef-d'œuvre, mais que tu n'aimes pas? Alors, et que j'ai surtout jamais aimé, parce que je n'ai jamais aimé Le Mépris de Godard. Comme je te rejoins. Je trouve que ce qu'il réussit très bien, en fait, je trouve que c'est un film extrêmement méprisant. Il a annoncé la couleur. Oui, Est-ce qu'il est méprisable en même temps? Déjà, c'est l'adaptation d'une œuvre dont personne ne parle, et c'est une adaptation extrêmement ratée de cette œuvre. Donc ça, c'est le premier truc. Donc parfois, ça arrive de rater ces trucs. Hein. Moi, je suis la première à rater plein de trucs. Mais alors, ériger un chef-d'œuvre à partir d'une œuvre qui était elle-même possiblement un chef-d'œuvre et en faire ce qu'il a fait, pour moi, c'est extrêmement méprisant. C'est un énorme mépris de classe. J'ai pas aimé, et en plus derrière j'en ai beaucoup voulu. Enfin, ma génération en fait a été un peu bloquée avec la nouvelle vague. J'adore la nouvelle vague. Je trouve que c'est hyper intéressant de faire des choses expérimentales. Je trouve qu'il fallait trouver de la liberté et se retirer un peu de l'entertainment. Pourquoi pas? Mais en même temps, c'est quand même très bourgeois d'avoir la possibilité de le faire. Et surtout, derrière, ça a empêché des générations et des générations d'artistes de faire leur art. Moi comprise. Voilà. Vrai, on est aujourd'hui encore dans une forme d'incompréhension de ce que c'était en réalité la nouvelle vague, qui était une manière de rompre complètement avec le passé, enfin de rompre avec une forme de code, une forme de stylistique, une forme de manière de représenter le réel, pour en fait aujourd'hui beaucoup s'engoncer dans une manière un peu unilatérale de montrer justement quel est censé être le réel, et de se référer à cette manière-là, comme si justement c'était parole d'évangile, alors que le geste le plus nouvelle vague à faire, ce serait justement de tout envoyer péter. Voilà,
possiblement renverser la table, etc. Le problème, c'est qu'à un moment donné, des personnes ont voulu renverser la table. Certains se sont accrochés à cette table renversée en disant maintenant c'est la nouvelle table. Et il est hors de question que qui que ce soit la retourne dans l'autre sens, sinon je perds mon statut. Moi, de cette période et de ces cinéastes-là, je préfère retenir Agnès Varda, voilà, quelqu'un qui jusqu'au bout a fait des choses qui ont énormément de sens, qui résonnent encore aujourd'hui. Enfin, et puis, surtout, j'aime les genres très différents. J'aime le cinéma qui parfois est un cinéma intellectuel, mais qui parfois est un cinéma d'entertainment pur, qui parfois est un cinéma de genre. En fait, la France s'est arrêtée à un moment. Alors maintenant, heureusement, ça reprend, mais on s'est retrouvés quand même complètement cloîtrés dans l'unique cinéma d'auteur, mais qui n'en était pas un, parce qu'il fallait pas que ce soit trop non plus, etc. Mais par ailleurs, haussmannienne, quoi. C'est ça. Mais par ailleurs, les cahiers de l'époque défendaient aussi beaucoup ce genre de films que tu décris, des films d'entertainment pur, des films de studio, des auteurs qui n'étaient pas reconnus comme des auteurs. Donc, qui vont ériger en fait, c'est pour ça que je trouve qu'il y a une incompréhension même. Et même tout un cinéma étiqueté bourgeois, Oui. qui aujourd'hui est un peu méprisé. C'est-à-dire, typiquement le cinéma de Sacha Guitry, aujourd'hui personne le regarde et tout le monde s'en fout, alors qu'à l'époque c'était une énorme star. Il était carrément défendu par les cahiers qui sont eux-mêmes les fers de lance de ce truc. Donc en effet, je pense que c'est une grosse incompréhension. C'est toujours un peu pareil, c'est la contre-culture qui devient la culture, quoi, qui devient la nouvelle norme. Oui, et du coup qui devient quand même une espèce de prison. Je trouve que voilà, que en tout cas pas la nouvelle vague, mais Godard a fait beaucoup de mal au cinéma français. Voilà, mon point de vue. Et non, mais je trouve ça. Tu voulais dire quelque chose ? Je voulais juste dire, je vous réfère à ce qu'a dit Agnès Varda de Jean-Luc Godard et ce qu'a aussi dit Delphine Seyrig de Jean-Luc Godard. Et je pense qu'elles ont très bien résumé le personnage et ses films. Très bien. On reste sur le fait que Godard a fait du mal au cinéma français. Et on écoute tout de suite la bande-annonce du premier film. Venez nous chercher en commentaire, c'est vrai. On est prêt à se battre. On écoute la bande-annonce du premier film que tu as choisi, le chef-d'œuvre, c'est Amadeus de Milos Forman. Here, everything goes backwards. People walk backwards, and dance backwards, and sing backwards, and even talk backwards. Adapté d'une pièce de théâtre de Peter Schaffer qui signe également le scénario du film, Amadeus réalisé par Milos Forman met en scène la rivalité fictive entre Wolfgang Amadeus Mozart et Antonio Salieri. Sorti en 84, le film a été récompensé de très très nombreux prix, 53 si je dis pas de bêtises, dont 8 Oscars, parmi lesquels celui du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario adapté. Et il existe depuis 2002 une version Director's Cut rallongée de 20 minutes du film. Déjà, Sarah, je voulais savoir pourquoi, quand on te dit chef-d'œuvre, tu as pensé à Amadeus et peut-être dans quelles circonstances tu as découvert le film ? Je saurais pas me rappeler les circonstances dans lesquelles j'ai découvert le film. Il est sorti en 84, donc j'avais 5 ans. Je suis pas sûre de l'avoir vu au cinéma. Très précoce. Mais par contre, c'est l'âge auquel j'ai commencé le violoncelle. Donc, moi, je suis une musicienne, en fait, à la base. Okay. Et donc, à partir de là... Yuri aussi est un musicien, c'est pour ça qu'il réagit comme ça. Et Laurent moi aussi, oui. Voilà. Et en tant que musicienne, alors voilà, déjà, il aurait pu aussi avoir l'Oscar de la meilleure musique, mais c'est Mozart, donc il était mort. Mais pourquoi pas, en même temps, à titre posthume. Ça aurait pu. Il l'a pas eu, tu le dis de source sûre ? Je crois pas qu'ils aient eu la meilleure musique. Quelles sont tes sources, Sarah ? Non, mais je vais aller vérifier. Que Wolfgang Amadeus Mozart n'ait jamais eu d'Oscar de la meilleure musique. Je pense qu'ils n'ont pas le droit d'être éligibles. Je crois qu'il y a une règle aux Oscars en fonction du minutage de C'est ça, musique le pourcentage. préexistante. C'est un peu un truc. Si C'est tu ça as que vraiment Johnny créé Greenwood n'a pas été nommé pour. Ils ont eu meilleur son. Meilleur son. Mais Et ça que c'est vrai. Et c'est un ouais. film de son. Bah C'est oui. pour ça que Johnny Greenwood n'a pas été nommé pour There Will Be Blood, pour la blague, parce que y a trop de minutage de la même sonate de Brahms qui revient assez régulièrement. Et du coup, alors que le score est génial, Et il pareil n'a pas pour été Dune nommé. 2. Et Dune 2, pareil ils pour- n'ont pas pu être nommés parce qu'ils ont récupéré trop des scores de Dune 1, ce qui est quand même débile parce que Star Wars, oui. bon, Je pense ça que fait 9 c'était un peu films, c'est la oui, même bon. musique. Mais donc, Autre sujet. revenons à Amadeus et le violoncelle. Alors Amadeus, pour moi, c'est en plus non seulement un chef-d'œuvre, mais j'aurais pu le mettre dans mes films doudou. C'est un des films que je prends en référence le plus souvent, avec quelques autres, pour ce qui est en termes de scénario. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient me demander un conseil sur le scénario, il y a de grandes chances qu'à un moment donné, Amadeus sorte dans la conversation. Pourquoi ? Faire un biopic sur Mozart, laisse tomber la galère. Enfin, vraiment, comment ?
comment aborder la vie de Mozart, la vie dans son entièreté, etc. Donc le coup de génie déjà, mais qui était le coup de génie de Pierre Schaeffer dans sa pièce de théâtre déjà, c'était de créer un personnage fictif qui n'est pas fictif, mais de créer une relation fictive entre deux personnages, donc entre Salieri et Mozart, l'un incarnant quelque part une forme de conservatisme de l'époque et l'autre la modernité et le génie. Et le fait que le personnage principal n'est pas Mozart, c'est Salieri. C'est lui qui raconte, c'est sa voix off, c'est sa jalousie, c'est son point de vue sur Mozart, rend le film absolument génial. Donc structurellement, c'est un chef-d'œuvre. La photo, Milos Forman, c'est un chef-d'œuvre. Les acteurs, tout est un chef-d'œuvre en fait. Avec la musique, on ajoute par-dessus la musique de Mozart, qui n'était pas en plus forcément, qui fait pas forcément partie de mes compositeurs classiques préférés, mais qui là tout à coup prend tout son sens parce que c'est mis à l'aune de la vie qu'il a, etc. Chef-d'œuvre absolu. Tu as déjà, dans la structure, tu as déjà écouté ou vu la comédie musicale Hamilton ? Non. Eh ben, je pense qu'il y a de grandes chances que ça te plaise aussi, beaucoup. ouais. Tout comme Jesus Christ Superstar, en fait, Oui, qui reprend totalement, à peu près ouais. le même. C'est un peu la même formule de raconter la vie par son opposant principal, qui est le narrateur et qui est un frustré conservateur quand l'autre réussit tout. C'est vraiment un peu la même chose, mais c'est chez les pères fondateurs des États-Unis. D'accord, il faut que je le voie. Non, moi je suis assez d'accord en fait globalement avec ce que tu dis sur le film. Il y a un truc vraiment particulièrement intéressant, je trouve aussi, en plus de tout ce que tu as dit, c'est que ça remet cette musique qui est souvent un peu vue comme un truc chiant de vieux, quoi, globalement la musique classique, et en particulier même Mozart en particulier, dans le contexte de ce que c'était à l'époque, c'est-à-dire qu'il y a des scènes de fête complètement invraisemblables où ils font n'importe quoi. De débauche même. Où il y a une débauche totale. Enfin, en fait, toute la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, les gens faisaient littéralement n'importe quoi. Et en fait, on les voit comme ça faire n'importe quoi pendant qu'ils écoutent de la musique de Mozart et entre guillemets triper sur la musique de Mozart. Et ça, c'est un truc qui est, je trouve, assez fort en termes de choix et même de mise en scène, parce que c'est pas gagné. Surtout dans les années 80, qui est un peu une période où on cherche la modernité à tout prix, on est dans un truc qui méprise globalement un petit peu le monde précédent. Et donc c'est vrai que c'est un film qui est assez singulier aussi de par la manière dont il perçoit toute cette musique, tout ce courant culturel qui n'était pas forcément évident. Donc Et c'est vrai que si on remet ça dans l'époque, quand on entend son requiem, je veux dire, en fait, Mozart était punk. Totalement punk. Et dans ce film, il réussit à montrer ça, à montrer aussi, effectivement, Salieri, qui est extrêmement jaloux, a aussi une fin assez pathétique dans le film. Mais enfin, celui qui a vraiment la fin la plus pathétique, c'est Mozart aussi. Ouais. Hein, donc voilà. Donc ça... Et après, Elisabeth sera d'accord avec moi, on pourra partager notre passion pour les personnages médiocres. Et Salieri, Salieri grande vraiment passion pour les médiocre, personnages il est parfaitement médiocre en fait dans ce film, et c'est ça qui est génial aussi. Mais c'est hyper intéressant, c'est parce qu'en termes d'écriture, justement, ce que tu dis sur la structure, c'est hyper juste, mais c'est aussi un film qui pose énormément de questions. En tant que quand moi mon prof de piano me parlait de ce film, c'était surtout faut pas regarder Amadeus, quoi. C'était si tu le vois, sache que c'est n'importe quoi. C'est pas la vraie histoire. Alors que moi je l'ai vu en cours de musique. Hein. Non mais tu vois, en fait il y avait quand même une espèce de photographie, il y avait une espèce de film où je dis c'est un super film, il est vachement bien, tu vois, il y a où il est le problème. Et le mec dit non mais c'est de la merde, ça raconte rien, ça raconte pas la vérité sur Mozart et sur Salieri. D'ailleurs ils ne se sont jamais rencontrés. Et ça pose. C'est pour ça qu'il était prof de musique et pas auteur. Non, mais c'est pour ça que la fiction peut justement nous amener ça et une rencontre qui n'a pas eu lieu. La fiction, mais c'est là où c'est génial, où je trouve que c'est un film qui... Et encore, c'est un truc que t'entends encore aujourd'hui, des gens qui disent non mais Amadeus raconte n'importe quoi sur la vie de Mozart. Mais je trouve que du coup, il y a ce malentendu qui est assez génial de se dire mais c'est pas parce que ça raconte entre guillemets factuellement n'importe quoi que ça ne raconte pas une certaine vérité. C'est et ça. Du coup, et en fait, c'est un film qui est assez accessible sur cette question, même quand on le voit assez jeune. Et c'est même, je dirais, un point de vue sur ce que c'est que doit être le cinéma historique qui est très intéressante. C'est-à-dire que ça ne doit pas précisément pas raconter des faits historiques avérés. On s'en fout, on n'est pas là pour ça. C'est de la fiction. Alors, les gens qui ont envie d'être spécialistes de la question de Mozart, ils ont toute la littérature qui va très bien, les documents, il y a énormément... il y a tout ce qu'il faut pour être au courant. Maintenant, le cinéma, c'est quand même de l'entertainment. Et puis surtout, ça a des contraintes. Ça a des contraintes de temps.
Le film peut pas durer 18 heures. Ça a des contraintes d'attention des spectateurs. Donc en fait, il faut quand même arriver à tirer l'histoire par quelque chose. Donc ça n'a pas vocation à être la vérité. Ça n'a pas la vérité En tout cas, vraie. la réalité. La quoi. réalité. Mais après, l'idée, c'est que ce film, de toute façon, il fait vivre la musique de Mozart. Ce film a été vu par plein de gens qui, de toute façon, n'y connaissaient rien à Mozart. Et puis, Milos Forman n'a jamais, et encore moins l'auteur de la pièce, n'a jamais prétendu que c'était un biopic. Et moi, Bien c'est sûr. ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, travailler sur les soi-disant biopics, c'est vraiment hyper casse-gueule. Le seul moyen d'y parvenir, c'est de choisir un angle. Et là, ça devient une œuvre. Donc, c'est plus le ressort de la vie de la personne qu'on juge, c'est l'œuvre artistique de la personne qui a mis son point de vue sur la vie de cette personne. Enfin, Mais d'autant plus que justement cette notion de la fiction historique, elle est hyper ancienne, et la pièce même de Peter Shaffer se base sur une pièce de Pouchkine qui elle-même imagine une relation qui n'existe pas. Donc en fait, on est dans une espèce de métavers entre guillemets de cette relation qui en fait pose des questions géniales sur ce qu'est justement sur ce qu'est la vraisemblance et la vérité au cinéma. C'est quand même beaucoup plus intéressant, tu vois, qu'une dissertation qui comparerait la musique et l'approche de Mozart et de Salieri. Alors ça dépend c'est pour qui. Il y a des gens qui. Non, mais peut-être, mais ce d'accord. que je veux dire, c'est que je trouve ça hyper intéressant que la fiction t'offre la possibilité, encore une fois, de confronter réellement ces deux personnages et de raconter une histoire. D'aller derrière les portes Et de la choses question- qu'on sait pas ce qui s'est passé. Exactement. Et Alors après, moi, je suis pas du tout spécialiste de Salieri, mais ce que je trouve intéressant quand même, c'est de prendre deux personnages dont j'imagine qu'ils ont essayé de conserver au mieux leur personnalité. Donc ça, c'est une vérité. Si tout à coup, ils avaient fait de Salieri quelqu'un qui a la caractérisation de Mozart ou inversement, là, ce serait vraiment faux. Le vrai problème, c'est pas tant de savoir qu'est-ce qui est la réalité des faits et des dates, etc. En revanche, effectivement, si quelqu'un est trahi, en fait, son personnage est trahi dans ses idées, ses valeurs ou son comportement, là, ça pose un problème. Et parce qu'en plus, ces traits de caractère sont élevés au rang un peu d'universel, c'est-à-dire que le vieux qui voit le jeune loup arriver et qui de tout déboîter sur son passage, et lui est jaloux en fait de cet aspect punk, en fait c'est vieux comme le monde, et du coup d'utiliser ces deux personnages-là pour ça, c'est aussi là le truc brillant, en effet. Alors, on vous encourage absolument à voir Amadeus si vous l'avez pas vu. Est-ce qu'on peut aussi dire aux gens de réécouter notre focus sur les biopics musicaux Oui. par hasard? Bon, On a fait quelque part. jamais dans des assez émissions. d'autopromo. Toujours de l'autopromo. On fait un travail formidable. Ne l'oubliez pas. On dit dans la tête de John Malkovich et pas dans la peau. Enfin, on est vraiment super. Bah pro. ouais, moi je suis hyper pro. C'est marrant parce que je commence à voir un lien qui se dessine entre les trois films que tu as choisis. Le deuxième, c'est Parasite de Bong Joon-ho, donc le coup de cœur récent. Oui, alors je suis désolée, on m'a dit que c'était pas du tout récent, mais en fait, Mais c'est un tellement bon film Ouais, qu'on est tous voilà. super contents d'en parler. On écoute la bande-annonce. 핸드폰도 다 끊기고 와이파이도 다 끊기고 야 김기택 어떻게 생각하셔? 아버지, Bon, a-t-on encore besoin de résumer Parasite, hein, c'est la Palme d'Or en 2019 au Festival de Cannes, c'est l'Oscar du meilleur film, c'est le César du meilleur film étranger. Pour la forme, je vais quand même essayer de le résumer. C'est l'histoire de la famille Kitaek qui est en galère. Ils sont au chômage, parents comme enfants. Et cette famille jette son dévolu plutôt fantasme l'espèce de train de vie de la richissime famille Park. Un jour, le fils réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers d'anglais chez les Park, et c'est le début d'une infiltration de tous les membres de la famille. Évidemment, ils mettent le doigt dans un dangereux engrenage. Je pense qu'on est tous ici extrêmement fans de Parasite, extrêmement fans du travail de Bong Joon-ho de manière générale. Je commence à voir des petits liens qui se dessinent. Déjà, c'est encore l'histoire de personnages médiocres confrontés, alors cette fois-ci c'est social, mais à des personnages effectivement qui ont une existence très différente de la leur. Oui, mais ce film, pour moi, j'aurais jamais été capable de le résumer comme tu viens de le faire, par exemple. Je ne sais pas par quel bout le résumer, tellement il est... Et là, j'en ai très peu dit. En fait, finalement, là, j'ai dit le premier tiers. Oui. Alors, évidemment, c'est sublime, tout est parfait, la réalisation, on rentre dedans, il y a quelque chose, un truc d'atmosphère, etc. Et puis surtout, ça va loin.
C'est-à-dire que moi, quand je vois Parasite, je m'attends à rien de spécial parce que j'avais pas trop entendu de choses, etc. Mais ça va quelque part et puis ça va encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin. Et là, waouh, voilà, le fait d'aller dans la salle de cinéma et d'en ressortir complètement tourneboulé parce que on pouvait, pourtant, même en sachant de quoi ça parle, tu peux pas t'attendre à ça. Voilà, là, je me dis coup de cœur absolu, quoi. Et c'est un film dans lequel il y a plusieurs genres de cinéma qui coexistent. On va dire que même il y a une sorte de relais entre parce qu'on commence avec un peu une comédie sociale oui. d'infiltration. Petit à petit, on commence à partir dans une sorte de thriller psychologique. Puis en fait, on est quasiment dans de l'horreur, à la fin dans un drame familial. Enfin, il y a plein de genres qui coexistent. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que tu recherches, toi, peut-être, oui, en tant que spectatrice ? absolument. Ouais, c'est quelque chose que je recherche en tant que spectatrice et c'est quelque chose que j'aimerais faire en tant que professionnelle autrice. Et pas facile en France. Voilà. Et donc... Les ruptures de ton. Ben ça raconte tout un truc pour moi de bonheur de pouvoir voir un film comme ça parce que ça répare toutes mes frustrations. Ouais. Voilà, je me dis mais si et puis comme je disais par rapport à Rêve qui pour moi était un endroit ce film-là est tellement libre, tellement sans contrainte que dès que je retrouve un film qui réussit à se passer des contraintes et à être comme ça, en plus adoubé et apprécié de tous, ça me fait penser que si, j'ai raison, que c'est possible. Et parce qu'en plus, on l'a pas dit, là j'ai cité toutes les récompenses qu'il a eues, mais en plus ça a été une vraie réussite en salle, Parasite. Et donc c'est vrai qu'il y a un moment où on a l'impression qu'il y a un alignement des étoiles, où finalement tout le monde est d'accord pour dire que c'est un chef-d'œuvre finalement. C'est ça. Et quand c'est réussi, après, est-ce qu'on laisse à tout le monde la liberté de le faire ? Ça, c'est encore autre chose. Et c'est vrai que j'ai hésité entre deux coups de cœur pas récents finalement, ni l'un ni l'autre. L'autre, c'était Babylone. C'est un peu plus récent, Babylone. 2022, oui. Voilà. Mais qui a ce point commun d'être aussi entre les genres, d'être aussi quelque chose de très osé, qui va là où on l'attend pas, où il y a de la comédie, il y a du drame, il y a des références cinématographiques, il y a de la musique, il y a du spectacle, il y a des animaux. C'est le cirque. Il y a des histoires de gangsters aussi. Il y a des histoires de gangsters, il y a des genres différents, il y a du thriller, on arrive dans des caves. Et aussi, oui, dans Parasite, et d'ailleurs dans Babylone aussi, il y a comme ça ce truc de souterrain. Parce que, en fait, j'ai aussi hésité avec un autre coup de cœur, mais alors là, qui était pas du tout récent. 1984. Qui est Underground. Ah oui. Donc vraiment hyper vieux. C'est quoi l'année de Kusturica, je sais pas, ça doit être 90 et Ouais, quelques. mais je crois que c'est milieu des années 90. Ouais. J'aurais dit avant, moi. Eh bien, c'est... Non, 95 Oui, je crois. Oui, si, ah oui, possible. 95. Si, c'est possible. Oui, bon, effectivement, pas on du est tout pas sur un récent. film très Mais récent. c'est vrai qu'il y a les espaces, en fait, quand dans Parasite. En fait, ce que je trouve fou, parce que c'est un film qui a été très populaire, alors que c'est un film quand même coréen de lutte des classes, c'est pas les choses qui généralement font 2 millions d'entrées, ou je sais plus combien il avait fait. Et moi, ce que je trouve dingue, c'est ce truc de n'importe qui peut y lire très clairement, sans que pour autant ça soit surligné 20 fois, le fait que plus on descend dans la maison, plus les strates, les couches sociales coréennes se déshabillent, on va dire, et plus les genres du film deviennent de plus en plus énervés. Et il y a un moment où la violence, on descend tellement profondément que tout rejaillit, et donc tout se passe dans le jardin, là on est en haut, mais c'est vraiment, enfin, c'est une espèce de métaphore filée ou même de personnification de la maison qui est hyper accessible en étant pour autant très intelligente et en prenant pas les spectateurs pour des cons. Enfin, c'est juste bien, quoi. Ouais, c'est magistral. En fait, moi, ce que je trouve fascinant, c'est que Parasite, c'est quand même un film qui met tout le monde d'accord, ou presque. Ouais. C'est-à-dire que... Bah, il relève d'une forme d'évidence. Ouais, voilà. C'est-à-dire Je dois connaître exactement. 2 personnes qui l'aiment pas, et Donc, c'est des quand on personnes le qui voit, sont mentalement dérangées. Voilà. tu dis dérangé, mais t'aurais pu dire retardé. Enfin, ça aurait pu être... on l'a dit. Mais toujours est-il que... Désolé, pardon. Non, mais toujours est-il que vraiment, il y a une évidence. C'est-à-dire que tout le monde, quand on regarde ce film, on se rend compte que c'est génial. Et en fait, ce qui est fou, c'est que c'est pas si difficile. Enfin, entre guillemets, c'est pas si difficile parce que... Non, mais dans le sens où... Non, mais là où je veux en venir, c'est que... c'est pas un film qui coûte des fortunes, c'est pas un film avec des immenses stars. Alors, il y a quand même le grand acteur coréen qui est super d'ailleurs, dont j'ai oublié. Song Kang-ho, voilà, qui est Merci génial de dans bien le film. Donc bon, mais en Corée évidemment ça aide, mais dans le reste du monde, à peu près, pas grand monde le connaît, en dehors des gens qui avaient vu Old Boy et tout. Mais enfin, je veux dire, c'est pas non plus une gigastar. Et en fait, on laisse quelqu'un avoir avec ses moyens à lui, ses idées, sa volonté de cinéaste de travailler, parce que
on va pas faire tout un truc sur le système coréen qui est très particulier, mais qui laisse vachement de liberté en fait, et qui laisse de la place à des auteurs de faire des choses aussi qui vont marcher commercialement. Parce qu'on n'est pas dans une espèce de snobisme comme nous on peut l'avoir vis-à-vis du cinéma d'auteur, et donc c'est vrai que avec ça finalement il suffit d'avoir des gens qui écrivent bien, qui ont des bonnes idées, avec des bons acteurs et des bons réalisateurs. Dans l'absolu, C'est un gros suffi, Laurent. Quand non mais même. en fait je veux dire oui, mais dans l'absolu Mais ce que c'est tu veux possible, dire, il n'y a pas voilà. de limite de moyens en fait dans le film. Il n'y a pas besoin de mettre des milliards de dollars pour faire des bons films, quoi. Ah oui, mais parfois Il t'as suffit même des gens super qui se mettent ensemble et ça fait des trucs nuls. Bien sûr, non mais je dis pas que c'est facile, mais dans le sens où bon alors en plus je pense Bong Joon-ho a quand même beaucoup travaillé tout seul dans le film, mais dans le sens où en fait à partir du moment où il y a des gens qui bossent bien, qui sont sérieux et qui savent où ils vont et qui ont des bonnes idées, ça marche. En fait, tu dis que Voilà. c'est pas miraculeux de faire des bons films. En fait c'est non. Alors que en moi, fait, je pense que si. Moi quand je vois ça, en tout cas, j'ai pas l'impression que c'est miraculeux. J'ai pas l'impression de me dire genre Mais ça, c'est, Ok, tu c'est sais, c'est incroyable. comme quand tu vois quelqu'un qui joue au tennis et il fait un tellement beau revers que tu te dis, ça a l'air facile. Bah, moi, j'allais dire Puis les après, ballerines, en fait. Voilà. Peut-être, et après, peut-être, tu passes peut-être. 10 ans à essayer de faire le même revers. C'est et tu beaucoup de comprends que travail. C'est difficile. Mais effectivement, ce que tu dis, Laurent, et pour le coup, qui est juste, c'est qu'en fait, c'est quand même un film qui réussit en partie parce qu'il y a eu une confiance absolue dans son auteur, alors qu'il avait déjà prouvé beaucoup de choses avant avec ses films précédents. Mais on a quand même l'impression, effectivement, d'une espèce de petit miracle qui s'est passé autour de ce film, en partie parce qu'on lui a donné. On lui a laissé les On mains lui a libres. fait Quoi. confiance, ouais, absolument. Ouais. Et c'est un moment où il revient d'ailleurs des États-Unis, où ça s'est pas forcément extrêmement bien passé sur les 2 films qu'il a fait là-bas. 2, je dis une bêtise. Oui, en considérant que Okja est un film américain, mais à moitié coréen. Voilà, quand même. et en fait, Snowpiercer, pareil, c'est un europonyme, mais disons 2 films qu'il a fait dans une langue qui n'est pas la sienne, etc. Et là, d'un coup, il revient, et c'est vrai qu'on se dit, il y a une forme d'évidence absolue finalement. Est-ce que tu as aimé son dernier, Mickey 17 ? Alors, j'ai pas vu tu Mickey l'as pas 17, ouais, mais j'avais très envie de le voir et du coup, je l'ai loupé au cinéma. Parce que nous, on a eu un débat typiquement autour de la table, on n'était pas d'accord. Il est évidemment moins réussi que Parasite, mais il y a pas mal de choses intéressantes et je trouve que c'est un film qui d'ailleurs dialogue pas mal avec Parasite à plein de niveaux. Je sais pas si Yuri, tu avais une question. Non, mais moi je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui est dit. Moi, c'est Non, un... on est super d'accord. Non, mais c'est un film en effet que quand on le voit, c'est tellement une évidence et puis c'est tellement rare en effet de pas savoir où on va être emmené. Mais je voulais juste par rapport à, je sais pas si c'est de parler de ton travail aussi de scénariste et notamment, je trouve qu'en termes de rupture de ton, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à faire en France. Et très récemment, tu as travaillé sur Un ours dans le Jura, où en fait on a beaucoup, en tout cas nous, quand on a vu le film, aimé justement ce travail de rupture de ton, de coexistence d'un film assez noir, assez qui est une espèce de polar dans la neige, avec une forme de comédie absurde. Donc est-ce que c'est aussi quelque chose qui vient t'inspirer toi dans ton travail d'écriture ? Ah bah oui, complètement. Moi, encore une fois, hein, je me sens très, très, très enfermée et cloisonnée artistiquement. Après, j'aime bien aussi travailler avec les contraintes qu'on m'impose, etc. Mais c'est vrai que voilà, il existe un cinéma populaire français pour lequel je travaille et pour lequel d'ailleurs les films que je fais font beaucoup d'entrées. Un ours dans le Jura, j'aurais jamais pu le faire si Franck n'avait pas eu envie de changer de braquet, de faire un vrai virage, si lui-même il n'avait pas eu envie d'un autre cinéma et surtout s'il n'avait pas eu le soutien jusqu'au bout de Gaumont. Ça ressemble aujourd'hui à un succès, Un ours dans le Jura, mais à la base c'est uniquement une prise de risque. Il n'y a rien d'autre, il n'y a rien qui signe le succès de ce film. Et quand on le fait, nous, avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup d'envie et tout ça, on sait très bien qu'autour de nous, et y compris, qu'on nous suit, mais bon, que personne n'y croit. Voilà. Mais c'est un film qui se monte sur Franck Dubosc avant de se monter. C'est ça que tu nous racontes finalement sur cette prise de risque, alors que, nous, j'ai l'impression, après, on est très cinéphile, etc., mais moi, j'ai eu l'impression, quand j'ai lu le pitch, que j'ai vu la gueule de l'affiche, et que il y a un truc qui est hyper emballant, Franck Dubosc ou pas, finalement. Oui, mais qui n'aurait jamais pu être fait si, je veux dire, la logique, quand on fait un film de Franck Dubosc, c'est que l'affiche, elle ne ressemble pas à ça, c'est que la bande-annonce, elle ne ressemble pas à ça, et que la couleur de l'image ne ressemble pas à ça, que le cadre n'est pas pris de la même manière. Donc en fait, c'est pas juste le scénario, c'est tout le marketing autour, mais c'est
toute la réalisation, c'est-à-dire que effectivement la caméra n'est pas placée à la même hauteur, le rythme n'est pas le même qu'un film habituel de Franck Dubosc. Donc tout ça, on l'a pensé à l'écriture, bien sûr, on l'a pensé encore après, enfin on l'a pensé tout le temps, mais on a eu la chance qu'on nous le permette. C'est-à-dire qu'en fait, à tout niveau, si Gaumont ne nous avait pas fait confiance, dès le scénario, on nous aurait dit de le changer. Ouais. Et puis après, au moment de la réalisation, on nous aurait dit non, pas cette lentille, non, non, pas ce grain, non. Oui, parce qu'il y a Pas des parties pris, et puis pas ce décor. Voilà, et à tous les endroits, on a eu une liberté totale, ce qui n'arrive jamais. Donc, Oui, mais encore une fois, c'est le parallèle qu'on peut faire. C'est-à-dire que finalement, quand on fait confiance aux auteurs, ça Mais en peut plus, très bien se passer. Quand visiblement le projet de base était à ce point conscientisé, pensé en disant on sait ce qu'on fait, on y va avec cette idée-là, ça a, j'imagine, aussi aidé à la confiance autour. Et à la réception aussi du film. J'imagine. Non, mais j'imagine. Après, voilà, c'est extrêmement rare. Oui, bien sûr. Et suffisamment rare pour le souligner. C'est-à-dire que normalement, ce film n'aurait pas dû exister. Il a fallu que Gaumont fasse extrêmement confiance à Franck, et puis voilà. Puis après, finalement, il a fini par marcher. Mais c'est combien déjà d'entrées ? C'est 1,5 million. C'est 1,5 million. Donc finalement, oui. C'est pas du tout ce qu'on attendait. Ouais. Et c'est pas du tout ce que le marché attendait, prévoyait. Et probablement le budget aussi. Je sais pas jusqu'à quel point ça a été contraint en termes de tournage. Mais... Non, encore une fois, je le redis, Gaumont, je fais la pub de Gaumont là. Gaumont a décidé de faire confiance à Franck et de faire confiance au projet, a décidé aussi d'accepter que les références ne soient pas franco-françaises, hein, puisque nous on avait des références extrêmement assumées, aussi, Cohen. voilà, les frères Cohen, enfin bon, et donc du coup, non, ils avaient envie d'accompagner Franck dans son désir de cinéma, hein, clairement. Et est-ce que c'est pas finalement la success story de tous les bons films, c'est à dire ce film n'aurait pas dû exister et pourtant quelqu'un a fait confiance. Ouais. Et alors quelqu'un qui prend aussi des risques et qui fait des ruptures de ton, c'est Spike Jonze. On écoute la bande-annonce non pas de dans la tête de John Malkovich, mais dans la peau de John Malkovich. 7.5, right? Yeah. Thank you. Alors là aussi, comment pitcher le film ? On suit En fait, on va du plus simple au plus hardcore. Ouais. Là, ce que je suis te dans dis, c'est des qu'il y a un exercices. vrai, on a construit un peu, enfin, tu as construit du coup en nous donnant ça toute ta personnalité de cinéaste, quoi. C'est vraiment. Moi, je vais te poser une question avec celui-là parce qu'effectivement, d'un coup, je me dis, il y a quelque chose. Effectivement, t'as raison, Rita, qui se dessine. Alors, le pitch du film, on suit un marionnettiste de rue qui ne parvient pas à vivre de son art et dont l'épouse s'intéresse plus à ses animaux qu'à lui. Devant leurs difficultés financières, ce marionnettiste de rue trouve un emploi au 7e étage du building de l'entreprise Lester. Et en classant les dossiers, il découvre une porte dérobée qui le conduit à l'intérieur de John Malkovich. Cette découverte va lui permettre de changer de vie. C'est un peu la promesse. Ce scénario fou, il est signé du non moins fou Charlie Kaufman. Et c'est celui du premier long métrage de Spike Jonze, à qui on doit depuis Her ou encore Max et les Maxi Monstres. Et pour resituer Charlie Kaufman, qui a d'ailleurs à nouveau collaboré avec Spike Jonze pour adaptation. Charlie Kaufman, c'est aussi le scénariste de Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry. Alors effectivement, maintenant qu'on a les 3 films, j'ai l'impression qu'on a quand même un petit point commun, c'est que c'est souvent des histoires de gens qui observent quelque chose ou quelqu'un et qui s'introduisent dedans, alors d'une manière plus ou moins concrète, mais on a quand même l'idée de rentrer à l'intérieur de quelque chose et de prendre un peu les commandes. Oui, alors je sais pas d'ailleurs si vous regardez en vidéo, c'est pépite là. Ne faites pas trop de psychanalyse non plus là-dessus. Restons je m'y risquerais pas, mais je trouve qu'il y a un truc quand même assez amusant. Oui. Ce qui est sûr, c'est que moi, ce film a aussi été une claque pour moi. Je me suis dit, waouh, ok. On peut aller jusque-là dans l'imaginaire. En fait, donc, moi, je suis scénariste, j'écris des histoires et souvent on me demande, mais t'écris depuis quand ? Bon, écrire avec un stylo, j'écris depuis que t'as tu sais tenir un stylo. Je sais tenir un stylo, mais ça veut pas dire que j'écrivais pas avant. En fait, quand on écrit, souvent on écrit depuis toujours. Donc, en fait, moi, j'avais, je pense, une imagination vraiment débordante et j'écrivais des histoires, je les racontais, bien avant de savoir écrire
Et l'écriture, ça canalise, au contraire, ça canalise l'imaginaire. Donc en fait, ça donne un cadre vraiment. Effectivement, les gens qui écrivent pas, je pense, se rendent pas forcément compte de ça, mais ça, en fait, c'est vraiment il y a un truc de contrainte quand on va poser sur la page et construire. Il y a un truc beaucoup plus concret et puzzle. Chaque mot est un choix, donc par conséquent, Et puis tout à coup, tu vas passer énormément de temps à raconter une histoire, et cette histoire, même si elle est fictive, les sentiments des personnages doivent être vrais. Il faut qu'il y ait une logique. Donc c'est comment, en fait, d'une certaine manière, c'est comment tu transposes, si tu as trop d'émotions, si tu es quelqu'un qui a trop d'émotions et trop d'imagination, le fait de les poser quelque part, ça fait que tu peux vivre, souffler. Sinon, tu es là avec ton... Avec 35 mondes dans ta tête. Et là, vraiment, je me suis dit, ok, ce monde-là, et en plus John Malkovich, évidemment, et être à l'intérieur de quelqu'un, ça, je trouvais ça complètement fou comme idée. Cette histoire de demi-étage, en fait, toutes ces choses-là, et tout ça dans un cinéma extrêmement réaliste. Ouais. Oui, ça me parle de thématiques qui me touchent beaucoup sur les frontières du réel et de l'irréel, et qui sont, je pense, en tout cas qui ont été, en tout cas dans ma vie, une problématique de vie. Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas. À un moment, quand d'ailleurs en ce moment politiquement, parfois quand je lis la presse, je pose tous la question, et j'espère qu'on est dans une dystopie en ce moment et qu'en fait on va retourner. De John Malkovich. Oui, c'est ça. Moi, je cours direct dans la peau de John Malkovich, s'il le faut. C'est vrai que voilà, c'est aussi ça, raconter des histoires, c'est pour pouvoir s'échapper. Alors dans le corps de quelqu'un, pourquoi pas, ou n'importe où ailleurs, en fait, n'importe où ailleurs. Et je parlais de Charlie Kaufman, qui est quand même un scénariste assez particulier, qui a une filmographie assez particulière. J'ai pas cité, je disais adaptation, mais il y a aussi Synecdoche New York, qu'il a lui-même réalisé. Il a réalisé d'ailleurs un autre film, je sais plus sur Netflix comment ça s'appelait, là, I'm thinking of ending things. Voilà. Merci. Pas ouf. Et de quoi? Pas ouf. Non, qui est pas son meilleur, mais qui est un scénariste, pour le coup, c'est un des rares scénaristes qui est très identifié. Souvent, il y a beaucoup de scénaristes où, en fait, les gens retiennent le réalisateur et on a l'impression que le scénariste a un style plus malléable qui passe de l'un à l'autre. C'est pas du tout vrai pour tout le monde. Et typiquement, Charlie Kaufman, c'est un scénariste avec un univers qu'on reconnaît immédiatement. Absolument. Et c'est vrai que Eternal Sunshine of the Spotless Mind, c'est aussi un film que j'ai beaucoup aimé, qui est beaucoup plus poétique. Que dans la peau de John Malkovich. La différence, c'est que dans la peau de John Malkovich, comme il est beaucoup plus vieux, c'est plus un film doudou parce qu'il m'accompagne depuis longtemps. Un doudou, c'est quelque chose avec lequel on grandit. C'est un film de chevet. Ouais. Oui, parce qu'effectivement, on y revient au fait que film doudou, c'est vrai que la plupart des gens, on dit film ou série, ils viennent avec Friends, ils viennent, voilà. Et là, il y a quelque chose où on se dit, alors, ceci dit, tu nous dis que tu aimerais bien te réfugier dans la peau de John Malkovich, peut-être qu'il y a un peu de ça, mais c'est pas un film qui est complètement rassurant quand même. Moi, il me rassure. Mais pour les raisons que tu viens de nous dire. Dans un monde dans lequel je vis où, en fait, le réel ne me rassure pas, et ne m'a jamais rassurée, après, sans faire de psychanalyse de comptoir, mais c'est vrai que moi, je suis arrivée en France vraiment avec une histoire d'exil contraint, des histoires familiales, de danger permanent. Finalement, moi, c'est le réel qui me rassure pas. Dans la peau de John Malkovich, c'est très rassurant. On peut inviter les gens à lire ton livre que tu as écrit sur la vie de ton père, donc ça s'appelle Adolfo Kaminski, une vie de faussaire. Comme ça, vous pouvez aussi de la promo pour tes projets à toi. Voilà, qui a fait des faux papiers pendant 30 ans de sa vie, d'abord pour les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, voilà, et puis après pour toutes les luttes de décolonisation. Et c'est vrai que mon histoire familiale, c'est que des exils contraints en permanence, des problématiques liées aux religions. Mon père est d'origine juive, ma mère est d'origine musulmane. Dans quel pays allait-il vivre on est arrivé, on n'avait pas de papier. Tout ça, donc tout ce cadre-là, il est bien pire que John Malkovich. Oui, ça c'est une super phrase. Qui finalement qui matérialise justement, et de manière assez intéressante, une réponse, en tout cas un fantasme de réponse à l'angoisse, qui est de justement prendre le contrôle, d'être le marionnette, en fait d'avoir vraiment le contrôle de son corps ou de son esprit comme d'une marionnette. Et du coup, c'est vraiment, en effet, une espèce de... On sent que Charlie Kaufman va pas très très bien, et du coup, en fait, la réponse qu'il donne dans ce film, c'est beaucoup plus rassurant. En tout cas, c'est l'illusion qu'on s'en fait de finalement prendre le contrôle et de pouvoir tout comme contrôler. Comme dans Severance.
Alors que Il y a un finalement, point commun avec Severance, et j'allais dire Anomalisa, Bien sûr, le film d'animation. film d'animation qu'il a aussi scénarisé. qui est aussi un film où il va pas bien. Mais Ah non, mais il va pas bien du tout, il va terroriser ce film. Mais je pense que quand on écrit, alors peut-être que d'autres auteurs ou autrices me contrediront, mais moi je sais que et c'est le cas de mon mari qui est auteur aussi, donc on a ça en commun, c'est que quand on écrit quelque chose, on recrée un petit monde que l'on maîtrise. Et tout ce qu'on écrit, que ce soit ultra dramatique, en tout cas, on le maîtrise. On ne va pas nous mourir. Nos personnages, oui, on va en être Et encore, très on choisit quand et où. peiné, etc. Mais en fait, on maîtrise tout ce qu'on fait et on va maîtriser le sens de ce qu'on a écrit. C'est-à-dire que quand même, le sous-texte, c'est nous qui le définissons. Donc, on n'a pas confié notre sous-texte à un malade mental. On l'a confié à nous-mêmes. Quand quand le scénariste écrit dans la peau de John Malkovich, il raconte ça. Pour moi, il y a toutes les questions de marionnettes, qui décide, qui est quoi. En fait, c'est lui le marionnettiste, c'est lui qui écrit son histoire. Et c'est le seul endroit où tu peux avoir un tout petit peu de contrôle sur quelque chose, en fait. où tu agences en fait un chaos sur lequel tu n'as aucune prise. Ouais. Exactement, que tu vas pouvoir contrôler entièrement et dans lequel tu vas pouvoir injecter toutes tes émotions. Ta joie, ta tristesse, ta peur. Je pense que quand on écrit des films d'horreur, c'est comme quand on fait des cauchemars pour s'habituer à des choses qui pourraient se matérialiser dans la vie. Et les regarder, c'est pareil. Et les regarder, c'est pareil. Un film d'horreur, on aime bien se faire peur, mais finalement, c'est comme. Mais C'est de la catharsis. C'est de la catharsis. Et Exactement. puis, c'est quelque chose quand même qui est très codifié, etc. Là, on parlait beaucoup de Charlie Kaufman, donc le scénariste, mais en fait, Spike Jonze, c'est aussi quelqu'un qui est toujours en train de travailler la frontière de l'imagination. Je parlais de Max et les Maximons, mais même Her, en fait, où et c'est un réalisateur dont tu as suivi la filmographie ensuite. Ah bah oui, complètement. Et d'ailleurs, Her, j'ai vraiment adoré. Il n'a pas du tout marché en France. Je pense qu'il est arrivé dommage. trop tôt. Ouais, Et je pense que justement, c'est quelqu'un qui explore donc les frontières du réel, l'irréel, c'est quoi l'humanité, où est-ce qu'elle se trouve, etc. Et qu'il se questionne sur un sujet à ce moment-là qui ne touche quasiment personne parce que personne ne le... L'intelligence artificielle et le rapport qu'on a maintenant. Tout le monde est amoureux de ChatGPT. Donc, voilà. Mais oui, sais pas si- en 2013, il y avait cette notion, oui, c'est une espèce de fable complètement irréaliste. Aujourd'hui, t'es là. On pensait pas que ça serait En plus, disant, je dis ça Il y sans avait rigoler. déjà des Je sais Japonais pas. qui s'étaient mariés avec leur console. Hein, c'est vrai, mais c'était des faits divers drôles. C'était Voilà, pas la alors que réalité maintenant c'est quotidienne. un vrai phénomène. Les gens qui préfèrent avoir une relation avec ChatGPT, qui leur posent des questions. Aussi Je sais pas dans un si truc vous de avez celui-là. contrôle. Dans un Bien truc sûr. de contrôle, Bah, bien de peur d'être de l'autre et aussi de peur d'être abandonné, de peur de souffrir, en fait. Et la relation, c'est vrai, moi je trouve que c'est hyper intéressant. Ça questionne dans une société où en plus le risque est un peu partout, parce qu'il y a plein de choses, il y a des risques politiques, etc. On aurait envie de contrôler l'amour, mais alors s'il y a bien une chose qui ne se contrôle pas, c'est ça. Mais voilà, moi j'ai adoré Her aussi, mais je pouvais pas tout mettre. On pouvait pas parler de 150 films à la fois. Mais moi justement je me demandais parce que donc tu avais l'option de choisir des films ou des séries et tu n'as choisi que des films et je me suis demandé si c'était un choix ou si juste tu te réfugies plus facilement dans les films que dans les séries. Je pense que on a tous un rythme. Donc, par exemple, j'ai tendance à écrire des scénarios qui font à peu près toujours les mêmes nombres de pages, etc. Donc, je pense qu'on a sa propre rythmique. Les séries, je me suis remise à voir des séries quand j'en voyais quasiment plus parce que je trouvais que le niveau n'était pas bon. À quel moment tu t'es arrêté de regarder des séries? C'est peut-être en fait, 5-10 dernières années. Non, maintenant je revois. Ah oui. Alors, je vais donner mon âge. Donc, j'ai 46 ans. J'ai arrêté de regarder des séries au moment où j'ai arrêté d'avoir la télé chez moi, c'est-à-dire très très tôt. J'ai souhaité qu'il n'y ait pas de télé chez moi. J'avais un petit garçon qui avait des troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Je ne voulais pas qu'il soit devant les écrans. C'était déconseillé. Et en plus, je trouvais que je m'ennuyais énormément devant la télévision. Et à l'époque, il n'y avait pas de série qui me plaisait. Voilà, je suis assez peu attirée par les comédies romantiques. Des années 2000. Oui, voilà, tournant des années 2000, j'avais plus du tout de télé. Après, je crois que c'est House of Cards qui m'a remis les pieds dans la série. House of Cards, c'est quoi? C'est vers 2014. 2014. Je peux dire troisième Joker ou pas parce que du coup. Oui, Joker, pardon. Kevin Spacey.
Bien sûr, je m'auto-jokerise. Bah non, c'est compliqué. Non, mais voilà. Et puis après, bien sûr, si on doit parler de séries, moi je suis totalement fascinée par Game of Thrones. Je suis totalement, Breaking Bad, j'ai adoré. Il y a plein de The Night Of, qui pour moi est vraiment génial. Dernièrement, je dirais Severance. Et que des séries américaines donc. Joker. Alors je dirais Joker parce que pourquoi laquelle que j'ai dit House of Cards, tu voulais dire que c'était aussi une série anglaise. Joker, juste sujet tabou. Sujet tabou, pardon. Juste, non, c'est pas ça, c'est que en fait les bonnes séries françaises. C'est pour ça que je posais la question. Non, alors je les connais pas. Donc je ne parle pas de ce que je connais pas. Et aussi paradoxal que ce soit, moi j'ai des références à la base cinématographique qui sont pas beaucoup françaises. D'ailleurs, je suis arrivée, je n'étais pas française, et donc c'était pas ma culture. Après, je pensais pas française, seulement français, mais il aurait pu avoir des séries anglaises, des séries asiatiques. Oui, par exemple, j'ai vu. Oui, je vois moins de séries. Enfin, ça, et donc c'est vrai que les grosses références restent américaines. Je suis plutôt curieuse et tout ça, mais c'est très chronophage. Ouais. Voilà, et c'est en plus, j'écris pas de série, enfin j'en ai écrit une seule. J'aimerais bien en écrire, mais parce que c'est pas le même exercice, parce que c'est très chronophage, parce qu'il y a d'autres contraintes encore dramaturgiques qui viennent s'ajouter. Donc c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de films que je vois, ne serait-ce que pour le travail. Les films que je vais voir au cinéma parce que j'ai envie d'aller au cinéma, ça c'est sûr. Mais les longs métrages, je les vois aussi parce que pour le travail, j'ai besoin de savoir qui fait quoi, etc. Les séries, j'ai moins besoin puisque j'en fais quasiment pas. Et alors, je sais pas si vous avez une dernière question. Moi, j'en ai une. Est-ce qu'il y a un film que tu regrettes qu'on n'ait pas mentionné durant cet échange? 1000. Ah ouais, 1000. Non, mais c'est pour ça que je demande un. 1000 qui est un très bon film. Non, je sais pas, là, je suis prise de court. C'est pour ça, c'était bien de me demander à l'avance. Alors là, je pense que... Moi, je veux profiter de ça pour dire qu'on a failli parler de Babylone, on aurait dû parce que c'est un chef-d'œuvre. Ah bah oui, mais moi, pour le coup, c'est intéressant parce qu'on n'est pas tous d'accord autour de la table. Sur ce film, il y a eu une énorme moi, je fais partie du côté des chefs-d'œuvre. C'est un film qui s'est retrouvé à la fin de l'année, pour poser quand même les choses, classé à la fois dans nos tops et dans nos flops. Alors là, on n'a personne autour de la table qui l'ait classé dans ses flops. Je pense que c'est moi la moins enthousiaste sur le sujet, mais je suis loin de considérer que c'est une daube absolue, mais il y a eu un truc assez intéressant. Puis même aujourd'hui, quand on en reparle, en fait, pas là aujourd'hui. Dès que quelqu'un mentionne Babylone, ça devient une grosse dispute. Il y a un autre film comme ça entre toi et Félix où dès que c'est mentionné, The Revenant. Voilà, The Revenant. Il y a des films comme ça où c'est des tabous absolus où en fait ça crée des disputes. C'était trop marrant. En plus, on aime beaucoup le travail de Damien Chazelle, donc. Après, tu fais une œuvre, elle peut pas plaire à tout le monde. Mais je pense que mais quelque part, c'est toujours plus rassurant, je trouve, des œuvres qui crée un vrai dissensus où il y a vraiment une espèce de notion de j'ai complètement adhéré ou alors je considère que c'est l'antithèse de ce que je veux voir au cinéma, parce que du coup d'un coup on se place quand même un peu sur un échiquier alors qu'il n'y a rien de pire que les films où tu dis bon sympa. Oui, qui te laissent un goût où tu les oublies le lendemain. C'est vrai que Babylone tu l'oublies pas du tout. De pire non, mais c'est toujours un peu décevant quand tu dis oui, les films qui sont. Mais chef-d'œuvre, c'est compliqué parce que chef-d'œuvre, en vérité, c'est hyper subjectif. Et puis des chefs-d'œuvre, on en a je ne sais pas combien. Et des chefs-d'œuvre plus récents, j'aurais pu en citer plein. Il se trouve que finalement, la vraie question, c'est quels sont les chefs-d'œuvre fondateurs plus que les chefs-d'œuvre tout court, quoi. Ceux qui nous accompagnent aussi en tant que spectateurs. Et merci beaucoup Sarah Kaminski, c'était une très chouette conversation. On vous conseille du coup ces 3 films, Amadeus de Milos Forman, Parasite de Bong Joon-ho et Dans la peau de John Malkovich, mais aussi à découvrir ton cinéma à toi et ta littérature du coup. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.